Du sang sur le sol. Un pacemaker arraché gisant par terre. Des caméras de sécurité méthodiquement détruites. Une porte arrière grande ouverte sur le désert d'Arizona. Et une femme de 84 ans qui a disparu sans laisser de traces. Mais ce n'est pas ce qui rend cette affaire différente de toutes les autres. Ce qui la rend différente, c'est le silence. Un silence de 3 heures. 3 heures pendant lesquelles une fille a regardé la scène de crime où sa mère avait disparu et a choisi de ne rien dire à sa sœur. Sa sœur qui se trouve être l'une des journalistes les plus puissantes d'Amérique. 3 heures pendant lesquelles la police était déjà sur place. 3 heures pendant lesquelles le FBI avait déjà été contacté. 3 heures pendant lesquelles chaque minute aurait pu faire la différence entre retrouver Nancy Guthrie vivante ou ne jamais la retrouver du tout. Et personne, absolument personne, n'a jamais formellement demandé pourquoi. Aujourd'hui, nous allons poser cette question. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur les carnets cachés du True Crime. Ici, nous ne nous contentons pas de raconter les histoires que tout le monde connaît déjà. Nous creusons les fils que personne d'autre ne tire. Nous posons les questions qui dérangent. Et nous refusons de détourner le regard des silences qui en disent parfois plus que tous les aveux du monde. Si c'est le genre de contenu True Crime que vous recherchez, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car cette histoire ne va pas vous lâcher de sitôt. Le matin du 2 février commence comme n'importe quel autre matin à Tucson, Arizona. Le soleil se lève sur le désert. Les rues sont calmes. Les maisons tranquilles. Mais dans l'une de ces maisons, quelque chose a terriblement mal tourné pendant la nuit. Quand quelqu'un franchit le seuil ce matin-là, ce n'est pas une résidence paisible qui l'attend. C'est une scène qui défie toute logique. Les caméras de sécurité installées à l'intérieur ont été réduites en morceaux. Pas simplement débranchées. Détruites. Fracassées avec ce qui s'avère être un tisonnier de cheminée prélevé dans le garage. Le genre de destruction qui prend du temps. Le genre de destruction qui trahit une intention claire. Effacer toute trace de ce qui s'est passé. Au milieu du couloir, un petit appareil médical repose sur le carrelage. Un pacemaker. L'appareil qui maintenait en vie une femme âgée en régulant les battements irréguliers de son cœur. Arraché. Déconnecté. Abandonné là comme un objet sans importance. Sauf que cet objet était la différence entre la vie et la mort pour Nancy Guthrie. Sans lui, son cœur pouvait basculer dans un rythme dangereux en quelques minutes. Avec lui, elle pouvait vivre des années encore. Quelqu'un a fait le choix de le retirer. Et cette personne n'a pas appelé les secours. Une traînée de sang part du point où le pacemaker a été trouvé et mène vers l'arrière de la maison. Ce n'est pas une flaque massive. Ce ne sont pas des éclaboussures de violence explosive. Ce sont des gouttes. Des traces. Le genre de marque qui suggère qu'une personne a bougé. Qu'elle était peut-être encore capable de se déplacer après que l'appareil ait été retiré de sa poitrine. Qu'elle était peut-être encore en vie. La porte arrière est ouverte. Pas forcée. Pas cassée. Simplement ouverte. Comme si quelqu'un était sorti par là. Ou comme si quelqu'un avait voulu faire croire qu'une personne était sortie par là. Le téléphone portable de Nancy est toujours dans la maison. Son sac à main aussi. Toutes ses affaires personnelles sont là. Mais Nancy Guthrie, elle, n'est nulle part. Et le chien. Le chien de Nancy n'a pas aboyé. Ce détail, aussi petit soit-il, raconte une histoire à lui seul. Les chiens aboient quand des inconnus entrent dans leur territoire. Ils protègent. Ils alertent. Mais ce chien est resté silencieux. Ce qui signifie que celui qui est entré dans cette maison cette nuit-là n'était pas un étranger. C'était quelqu'un que le chien connaissait. Quelqu'un en qui le chien avait confiance. Face à cette scène, un appel est passé. Le 911. La voix à l'autre bout du fil appartient à Annie Guthrie. La fille de Nancy. Elle signale la disparition de sa mère. Elle décrit ce qu'elle voit. Les autorités réagissent immédiatement. La police de Tucson arrive en quelques minutes. Ils sécurisent la scène. Ils commencent à photographier, à documenter, à prélever des échantillons. Le FBI est contacté presque instantanément. Quand les forces de l'ordre fédéral sont appelées si rapidement sur une disparition de personnes âgées, cela signifie une chose. La scène ne ressemble pas à une disparition ordinaire. Elle ressemble à un crime. Pendant que tout cela se met en place, pendant que les enquêteurs commencent à reconstituer ce qui a pu se passer pendant la nuit, pendant que les équipes forensiques examinent chaque centimètre de cette maison, une personne n'est pas informée. Savannah Guthrie. La sœur d'Annie. La co-animatrice de l'émission Today Show sur NBC. L'une des journalistes les plus reconnues d'Amérique. Une femme dont le métier consiste précisément à recevoir des informations et à agir dessus plus vite que presque n'importe qui d'autre sur cette planète. Elle ne sait rien. 3 heures s'écoulent. 3 heures pendant lesquelles le FBI est déjà sur le dossier. 3 heures pendant lesquelles la maison de sa mère est traitée comme une scène de crime. 3 heures pendant lesquelles Nancy Guthrie, sa mère de 84 ans avec un pacemaker manquant, est quelque part dehors, peut-être encore en vie, peut-être encore sauvable si seulement la bonne personne avec les bonnes ressources était informée assez rapidement. Mais Annie ne décroche pas le téléphone pour appeler sa sœur. Pas tout de suite. Elle attend. Et c'est cette attente,
Ce silence de 3 heures, qui va devenir l'une des questions les plus dérangeantes de toute cette affaire. Parce que dans une enquête sur une personne disparue, les premières heures sont absolument critiques. Chaque expert vous le dira. Les premières 24 heures déterminent souvent si quelqu'un sera retrouvé vivant. Et dans ces 24 heures, les 3 ou 4 premières heures ont un poids disproportionné. Surtout quand la personne disparue est vulnérable. Surtout quand elle dépend d'un appareil médical qui a été retiré de son corps. Surtout quand chaque minute compte. Alors pourquoi attendre? Pourquoi Annie Guthrie, qui venait de découvrir sa mère disparue dans des circonstances aussi terrifiantes, a-t-elle choisi de ne pas mobiliser immédiatement la personne de sa famille qui avait le plus de pouvoir pour transformer cette disparition en une urgence nationale? C'est la question au cœur de cette vidéo. Et pour y répondre, nous devons remonter en arrière. Pas juste au matin de la découverte, mais à la nuit précédente. À la nuit où tout a basculé. Nancy Guthrie n'était pas une célébrité. Elle n'était pas riche de manière ostentatoire. Elle était une femme de 84 ans qui avait passé des décennies dans le même quartier tranquille de Tucson. Elle était veuve depuis de nombreuses années. Son mari, Charles Guthrie, était décédé en 1988. Elle avait élevé ses enfants. Elle était active dans sa paroisse, à l'église épiscopale Saint-Philippe dans les collines. Elle avait travaillé pendant des années dans l'administration à l'université d'Arizona. Sa vie était discrète. Enracinée. Ordinaire dans le meilleur sens du terme. Mais Nancy avait un problème de santé qui la rendait vulnérable. Son cœur. Elle portait un pacemaker. Un petit appareil implanté dans sa poitrine qui surveillait et régulait son rythme cardiaque. Sans lui, son cœur pouvait entrer dans un rythme chaotique qui mettait sa vie en danger. Les médecins qui témoigneraient plus tard devant le tribunal seraient clairs sur ce point. Pour une femme de l'âge et de la condition cardiaque de Nancy, les minutes comptaient. Pas les heures. Les minutes. Ce détail n'est pas accessoire. C'est le cœur de cette histoire. Parce que la nuit du 1er février, quelqu'un a déconnecté cet appareil. Et cette personne a admis l'avoir fait. Cette personne était Tommaso Cioni, le gendre de Nancy, le mari d'Annie. Revenons à cette soirée. Tommaso arrive chez Nancy en début de soirée. Les dossiers de la compagnie Uber confirment son arrivée. Il n'a pas conduit lui-même. Il a pris un trajet organisé. Il dîne avec sa belle-mère. Selon ce qu'il déclara plus tard par l'intermédiaire de son avocat, c'était une visite de routine. Rien d'inhabituel. Juste de la famille qui passe du temps ensemble. Mais ce dîner n'était pas aussi banal qu'il y paraît. Parce que pendant cette soirée, Nancy a eu une conversation avec Tommaso. Une conversation tendue. Elle lui a annoncé quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. Nancy avait l'intention de modifier son plan successoral. Plus précisément, elle voulait réduire l'autorité financière de Tommaso. Il détenait une procuration sur ses finances. C'est un arrangement courant dans les familles qui s'occupent d'un parent âgé. La personne qui détient la procuration peut gérer les comptes bancaires, payer les factures, prendre des décisions financières au nom de la personne âgée. C'est un arrangement pratique. Mais c'est aussi un arrangement qui nécessite une confiance absolue. Et Nancy avait décidé que cette confiance devait être recalibrée. Elle avait pris rendez-vous avec son avocat pour le 3 février. 2 jours après cette conversation. Elle voulait changer les choses. Elle voulait reprendre le contrôle. Et elle a informé Tommaso de cette décision le soir du 1er février. Comment a-t-il réagi? Selon ses propres mots plus tard, il était contrarié. Pas violent, disait-il. Mais contrarié. Blessé peut-être. Se sentant rejeté ou ne faisant plus confiance. Quoi qu'il ait ressenti, il a quitté la maison de Nancy vers 21h47. Les dossiers Uber le confirment. Il est rentré chez lui. Chez lui, où vivait sa femme Annie, la fille de Nancy. Il est arrivé à son domicile à 22h05. Et puis, 41 minutes plus tard, quelque chose a changé. À 22h46, le moteur de son véhicule personnel s'est mis en marche. Pas un Uber cette fois. Sa propre voiture. Les données de télémétrie du véhicule, ces enregistrements numériques que les voitures modernes conservent de chaque trajet, de chaque démarrage de moteur, de chaque destination, vont jouer un rôle crucial dans cette affaire. Ces données montrent que Tommaso a quitté son domicile à 22h46. Mais avant cela, quelque chose d'autre s'est produit. À 22h32, Nancy a appelé Tommaso. Les relevés téléphoniques montrent cet appel. Il a duré 47 secondes. Moins d'une minute. Tommaso affirmera plus tard que Nancy semblait confuse au téléphone. Essoufflée. En détresse. Qu'elle lui a demandé de revenir. C'est du moins la version qu'il donnera des mois plus tard. 14 minutes après cet appel, Tommaso était dans sa voiture. En route vers la maison de Nancy. Le GPS de son véhicule montre qu'il est arrivé près de chez elle à 23h02. Le moteur s'est éteint à 23h04. Et pendant les 34 minutes suivantes, le véhicule n'a pas bougé. Il est resté garé près de la maison de Nancy. Complètement immobile. Que s'est-il passé pendant ces 34 minutes? À 23h17, le pacemaker de Nancy fonctionnait normalement.
Les données de l'appareil, récupérées plus tard par les enquêteurs, montrent un rythme cardiaque stable. Nancy était vivante. Son cœur battait. L'appareil faisait son travail. À 23h19, le pacemaker a cessé de transmettre. Il a été déconnecté. De force. Les experts médicaux qui ont examiné les données ont été catégoriques. Cet appareil n'a pas mal fonctionné. Il n'a pas cessé de fonctionner à cause d'une défaillance technique. Il a été physiquement retiré du corps de Nancy Guthrie. 2 minutes. Entre 23h17 et 23h19. C'est la fenêtre pendant laquelle Nancy Guthrie est passée de vivante avec un cœur stable à une personne dont l'appareil de survie avait été arraché. À 23h37, le moteur du véhicule de Tommaso s'est rallumé. Il a quitté la zone. Mais il n'est pas rentré directement chez lui. Le GPS montre un détour. 6 minutes. Un trajet vers une zone désertique à moins de 3 km de la maison de Nancy. Une zone isolée. Une zone où, si vous vouliez faire disparaître quelque chose, vous pourriez le faire sans être vu. Puis le véhicule est rentré au domicile de Tommaso. Tout cela est documenté. Chaque horodatage. Chaque mouvement. Chaque démarrage de moteur. Ce n'est pas de la spéculation. Ce sont des données numériques qui ne mentent pas. Mais voici la question que personne n'a jamais pleinement explorée dans l'espace public. Où était Annie pendant tout cela? Quand Tommaso est rentré chez lui à 22h05 après son premier départ en Uber, Annie était-elle réveillée? Quand sa voiture est sortie de l'allée à 22h46 en pleine nuit, l'a-t-elle entendu partir? Lui a-t-elle demandé où il allait? Lui a-t-il dit quelque chose? Quand il est rentré après minuit, après ces 34 minutes garées devant la maison de sa belle-mère, après ce détour inexpliqué près du désert, Annie a-t-elle remarqué quelque chose? A-t-elle posé des questions? Ce ne sont pas des questions rhétoriques conçues pour fabriquer de la suspicion. Ce sont des questions que le dossier documenté n'a jamais répondu. Et dans une affaire où chaque minute de la chronologie de Tommaso a été scrutée à la seconde près, l'absence de toute analyse publique de ce qu'Annie savait cette même nuit est frappante. Parce que voici ce que nous savons avec certitude. Le matin du 2 février, quand Annie a appelé le 911, elle n'appelait pas en tant que personne complètement aveuglée par les événements. Elle était, au minimum, l'épouse de l'homme qui avait quitté la maison 2 fois la nuit précédente. Elle était la fille de la femme dont elle signalait maintenant la maison comme une scène de crime. Et elle était la personne qui, malgré tout cela, a choisi d'attendre 3 heures avant de le dire à Savannah. Pensez à ce que ces 3 heures contenaient. Les forces de l'ordre étaient déjà sur la scène. Le FBI avait été contacté. Les équipes forensiques documentaient déjà la traînée de sang, les caméras fracassées, le pacemaker déconnecté. L'enquête était déjà en mouvement. Et Savannah Guthrie, qui avait la portée publique la plus importante de tous les membres de la famille, qui avait le plus de ressources, qui avait la formation professionnelle pour mobiliser des réseaux d'information plus rapidement que presque n'importe qui, était encore dans l'ignorance. Pourquoi le timing est-il important dans une affaire de personnes disparues? Parce que les premières heures sont critiques. Chaque enquêteur vous le dira. Les 12 premières heures après une disparition sont la fenêtre la plus importante pour retrouver une personne vivante. Et chaque heure qui passe réduit la probabilité d'une récupération vivante. Dans une affaire impliquant une femme de 84 ans avec un appareil cardiaque déconnecté, chaque minute de cette fenêtre était précieuse. La plateforme publique de Savannah aurait pu accélérer la portée de l'histoire de plusieurs heures. Son nom seul, attaché à un appel pour une personne disparue, aurait généré une attention médiatique nationale plus rapidement que n'importe quel communiqué de presse. Ses ressources auraient pu compléter l'enquête immédiatement. Son lien émotionnel avec sa mère l'aurait poussé à agir avec toute la force de tout ce qu'elle avait. Mais elle n'a pas reçu l'appel pendant 3 heures. 3 heures après que le 911 ait déjà été composé. 3 heures après que les forces de l'ordre étaient déjà à l'intérieur de la maison. Que se passait-il pendant ces 3 heures? Il existe plusieurs explications possibles. Et pour examiner cette question de manière responsable, nous devons les présenter toutes. Pas seulement la plus accusatrice. La première possibilité est le choc humain simple. Le deuil ne suit pas des chronologies rationnelles. Quand quelqu'un découvre qu'un membre de sa famille a disparu, particulièrement un parent, particulièrement dans des circonstances aussi horrifiantes, le cerveau ne fonctionne pas toujours dans la séquence ordonnée et logique que nous attendons de nous-mêmes dans des moments plus calmes. Annie a peut-être appelé le 911 parce que c'était la réponse immédiate entraînée. Tout le reste, y compris appeler Savannah, a peut-être eu lieu plus tard simplement parce qu'elle n'en était pas capable plus tôt. C'est une explication plausible. C'est une explication humaine. Et c'est entièrement possible. La deuxième possibilité est qu'Annie n'était pas physiquement chez Nancy en premier. Si quelqu'un d'autre a découvert la scène avant l'arrivée d'Annie et qu'Annie était encore en train d'être transportée vers la maison ou d'attendre des informations elle-même, le délai de 3 heures peut refléter une chaîne de notifications plutôt qu'un retard délibéré. Elle a peut-être reçu l'appel, s'est précipitée sur la scène et a été tellement absorbée par la communication avec les forces de l'ordre que l'appel à Savannah a simplement été déplacé. C'est également plausible et possible.
La troisième possibilité est celle qui rend la chronologie documentée plus difficile à expliquer. Et cette possibilité est la suivante. Annie savait déjà quelque chose. Pas tout. Peut-être pas les détails. Mais quelque chose. Et pendant ces 3 heures, elle naviguait dans une décision. Une décision profondément personnelle, légalement lourde de conséquences, moralement catastrophique, sur quoi dire, quoi ne pas dire et à qui le dire en premier. Parce que si Tommaso est rentré cette nuit-là, s'il est revenu à la maison à 22h05, reparti à 22h46, revenu après minuit avec l'odeur d'une nuit qui avait très mal tourné, il existe une question raisonnable de savoir si Annie en savait quoi que ce soit. Et si elle le savait, alors appeler Savannah n'était pas juste une notification familiale. C'était une divulgation. Une divulgation qui allait mettre en mouvement une chaîne d'événements qu'Annie n'était peut-être pas prête à déclencher. Savannah Guthrie est une journaliste. Elle poserait des questions. Elle exigerait des informations. Elle pousserait pour la transparence et la responsabilité avec la même précision implacable qu'elle apporte à chaque histoire qu'elle couvre. Et si Annie était, pendant ces 3 heures, encore en train d'essayer de comprendre ce que son mari avait fait, ou encore en train de décider si elle devait le protéger, alors appeler Savannah signifiait que la fenêtre pour cette décision se fermerait immédiatement. C'est l'explication qui, quand on la place face à tout ce que nous savons de cette nuit, rend le délai de 3 heures le plus structurellement cohérent. Pas comme une conclusion légale. Pas comme un fait établi devant un tribunal. Mais comme un schéma comportemental que le dossier documenté soulève et qui n'a jamais été publiquement résolu. Annie n'a jamais été accusée d'aucun crime. Cette déclaration doit être faite clairement et elle doit être faite maintenant. Elle n'a jamais été nommée comme personne d'intérêt par la police de Tucson ou le FBI. Elle a été référencée comme témoin potentiel dans la documentation légale, mais aucune accusation liée à sa conduite la nuit du 1er février ou le matin du 2 février n'a jamais été déposée. Son silence, à la fois pendant ces 3 heures et dans les mois qui ont suivi, est légalement protégé. Il est constitutionnellement protégé. Et en l'absence de preuves contraires, il doit être traité comme tel. Mais l'absence d'accusation n'est pas la même chose que l'absence de questions. Et l'absence d'examen public n'est pas la même chose que l'absence de pertinence. Dans une affaire où chaque seconde de la chronologie de Tommaso a été reconstruite minute par minute, où les enquêteurs ont assigné en justice la télémétrie du véhicule, les données du pacemaker, les métadonnées téléphoniques, les pings des antennes cellulaires et les dossiers Uber, la question de ce qu'Annie savait et quand elle l'a su a existé presque entièrement en dehors du cadre de l'examen public. Et c'est étrange. Parce qu'Annie n'est pas une figure périphérique dans cette affaire. Elle est l'épouse de l'homme qui a été condamné. Elle est la fille de la femme qui a disparu. Elle est la sœur de la femme qui s'est tenue devant les caméras avec des mains tremblantes et a supplié pour obtenir des réponses. Elle existe au centre exact de chaque relation dans cette affaire. Et son comportement le matin du 2 février, spécifiquement sa décision d'attendre 3 heures avant d'appeler sa sœur, est documenté. C'est réel. C'est arrivé. Alors pourquoi personne n'a-t-il formellement posé la question? Pour comprendre la réponse, nous devons comprendre comment les enquêtes criminelles priorisent leur focus. Quand une affaire a un suspect principal, quand il y a un individu dont le comportement, la chronologie et les aveux créent la voie de preuve la plus immédiate, les ressources d'enquête se concentrent sur cet individu. Tommaso était la dernière personne confirmée à avoir vu Nancy vivante. Tommaso détenait la procuration sur les finances de Nancy. Tommaso est retourné à la maison en pleine nuit. Tommaso a déconnecté le pacemaker. Tommaso a fracassé les caméras. Tommaso n'a jamais appelé le 911. Le véhicule de Tommaso a fait un détour près d'une zone désertique. Dans ce contexte, le projecteur d'enquête s'est naturellement, presque inévitablement, centré sur Tommaso. Et en se centrant sur Tommaso, il a laissé Annie dans l'ombre. Pas parce que les enquêteurs l'avaient innocenté, mais parce que le fil de Tommaso était simplement plus urgent, plus direct et plus légalement actionnable. C'est ainsi que fonctionnent les enquêtes. Elles suivent d'abord les preuves les plus visibles. Et les preuves les plus visibles dans cette affaire pointaient directement vers une seule personne. Mais l'ombre n'est pas l'innocence. Et le fait qu'Annie n'était pas au centre de l'enquête formelle ne signifie pas que son comportement le matin du 2 février ne nous dit rien. Cela nous dit quelque chose. Nous devons juste être honnêtes sur ce que cela nous dit et tout aussi honnêtes sur ce que cela ne dit pas. Nous sommes maintenant au milieu de cette histoire. Si vous êtes encore là, si vous avez suivi chaque détail de cette chronologie, chaque question que le dossier soulève, alors vous comprenez pourquoi ce cas est différent. Vous comprenez pourquoi les silences comptent autant que les aveux. Et si vous voulez continuer à voir ce genre d'analyse approfondie des affaires que personne d'autre ne couvre sous cet angle, alors faites une chose pour moi maintenant. Abonnez-vous à les carnets cachés du True Crime et aimez cette vidéo. Chaque abonnement me dit qu'il y a un public pour les questions que personne d'autre ne pose. Et dans des affaires comme celle-ci, ces questions ne sont pas seulement captivantes. Elles sont nécessaires. Revenons maintenant à ce qu'Annie aurait pu savoir au moment où elle a décroché le téléphone pour appeler le 911.
Je veux que vous restiez avec la chronologie spécifique ici parce que la séquence des événements compte plus que n'importe quel fait individuel en isolation. La nuit du 1er février, Tommaso rentre de chez Nancy vers 22h. Lui et Annie sont dans la même maison. Sa voiture quitte l'allée à 22h46. Elle revient après minuit. À un moment donné dans la nuit, quelque chose change dans leur foyer. Quelque chose est différent. Que ce soit une conversation, un comportement, un silence, ou simplement le poids d'un homme portant quelque chose qu'il ne pouvait pas déposer, quelque chose dans cette maison la nuit du 1er février n'était pas ordinaire. Le matin, Nancy a disparu. Annie appelle le 911. Et puis pendant 3 heures, elle n'appelle pas Savannah. Maintenant, voici un détail qui aggrave considérablement la question. Selon les relevés téléphoniques qui faisaient partie de l'enquête plus large, Nancy elle-même a passé un appel à Tommaso à 22h32 cette nuit-là. Cet appel a duré 47 secondes. Les enquêteurs avaient ce relevé dès le tout début de l'enquête. Et c'est cet appel, cette conversation de 47 secondes entre une femme disparue de 84 ans et son gendre, que Tommaso affirmera plus tard était Nancy lui demandant de revenir. Elle semblait confuse, dira-t-il. Essoufflée. En détresse. Un appel de 47 secondes de sa belle-mère à 22h32. Et puis 14 minutes plus tard, il était de retour dans sa voiture en direction de chez elle. Annie savait-elle pour cet appel? Était-elle à proximité quand il est arrivé? Tommaso lui a-t-il dit ce que Nancy avait dit? S'est-il simplement parti sans explication? Ou lui a-t-il dit quelque chose, une vérité partielle, une assurance, une version des événements qui rendrait son absence logique? Ces questions n'ont pas de réponse publique. Mais ce ne sont pas des questions abstraites inventées dans le but de générer de la suspicion. Elles découlent directement de la séquence documentée des événements. Un appel téléphonique à 22h32. Une voiture quittant l'allée à 22h46. Un véhicule garé devant la maison de Nancy pendant 34 minutes. Un détour près d'une zone désertique. Un retour après minuit. Et puis le matin, un appel au 911 suivi de 3 heures de silence vers Savannah. Parlons également avec précision de ce que Tommaso a finalement admis. Il a admis être retourné à la maison. Il a admis avoir trouvé Nancy au sol avec du sang présent. Il a admis avoir déconnecté le pacemaker, affirmant dans une déclaration que les experts médicaux ont immédiatement contesté qu'il croyait qu'il dysfonctionnait et causait sa détresse. Il a admis avoir fracassé les caméras. Il a admis avoir échoué à appeler le 911. Il a admis avoir quitté la maison alors que Nancy, selon son propre récit, était encore vivante. Il a admis tout cela. Finalement. Des mois plus tard. Sous la pression de preuves forensiques qui s'étaient tranquillement accumulées depuis le premier matin où les enquêteurs sont entrés dans la maison de Nancy. Mais dans les jours et les semaines qui ont immédiatement suivi la disparition de Nancy, quand la famille Guthrie faisait des appels publics, quand des panneaux d'affichage se dressaient à travers l'Arizona, quand Savannah se tenait devant les caméras avec sa voix tremblante, quand le FBI diffusait des images d'une silhouette masquée s'approchant de la propriété, Tommaso n'a rien dit. Il a engagé un avocat de la défense pénale et a invoqué son droit du 5e amendement de garder le silence. Et Annie n'a rien dit non plus. Qu'un conjoint invoque le silence quand son partenaire fait l'objet d'une enquête n'est pas inhabituel. Ce n'est pas automatiquement suspect. C'est dans de nombreux cas un conseil juridique. Les avocats conseillent régulièrement aux membres de la famille des suspects de limiter leurs déclarations publiques pendant une enquête active. C'est une pratique standard. Cela protège l'enquête et cela protège l'individu. Mais il y a une différence entre le silence conseillé juridiquement et le délai de 3 heures le matin du 2 février. Parce que ce délai ne s'est pas produit pendant l'enquête. Il s'est produit avant que la plupart des gens sachent qu'il y avait une enquête. Il s'est produit dans la fenêtre entre la découverte et la divulgation. Et c'est un type de silence très différent. Les analystes juridiques qui suivaient publiquement l'affaire ont noté que le silence soutenu d'Annie après la déclaration de Tommaso soulevait des questions sur des considérations potentielles d'obstruction à la justice. Pas des accusations. Des considérations. La distinction compte. Considération signifie que la question a été posée. Cela signifie que le comportement a été examiné. Cela signifie que les forces de l'ordre et les procureurs ont regardé ce qu'Annie savait, quand elle l'a su, et si sa conduite dans ses premières heures tombait dans les limites de la culpabilité criminelle. Et finalement, aucune accusation n'a été déposée. Annie n'a pas été inculpée. Elle n'a pas été poursuivie. Elle n'a pas été nommée dans les procédures pénales contre son mari. Mais voici la partie avec laquelle cette vidéo veut s'asseoir honnêtement. Quand les procureurs en Arizona ont décliné de poursuivre des accusations contre Annie, ils n'ont pas tenu de conférence de presse expliquant pourquoi. Ils n'ont pas publié de déclaration décrivant ce qu'elle avait dit aux enquêteurs. Ils n'ont pas fermé publiquement la porte sur sa connaissance potentielle des événements avec la transparence qui pourrait permettre au public, et spécifiquement à la famille Guthrie, de comprendre pleinement ce qui s'est passé dans ces premières heures. La porte a simplement été laissée ouverte. Tranquillement. Sans explication. Et dans une affaire où toutes les autres portes ont été examinées avec une précision forensique, où les données de télémétrie d'un véhicule ont été assignées en justice,
où les journaux d'appareils cardiaques ont été extraits. Analysés par des spécialistes, où des analystes de traces de sang ont passé des semaines à reconstruire les mouvements à l'intérieur d'une maison, la fermeture silencieuse de la porte sur le délai de 3 heures d'Annie se démarque. Pas parce que c'est nécessairement suspect, mais parce que c'est non discuté. Parce que c'est non examiné dans le dossier public. Parce que dans une affaire qui a généré des gros titres nationaux pendant des mois, le comportement de la femme au centre même de tout, la femme qui était à la fois la fille de la victime et l'épouse du suspect, a été traité comme s'il était soit non pertinent, soit trop inconfortable pour être examiné directement. Cette vidéo fait le choix de l'examiner directement. Regardons ce que Savannah a perdu pendant ces 3 heures. Pas métaphoriquement. Concrètement. Parce que l'impact du retard n'est pas abstrait. Il est mesurable. Les enquêteurs sur les personnes disparues vous diront que les premières 24 heures après une disparition sont la fenêtre la plus critique pour une récupération vivante. Dans cette période de 24 heures, les 12 premières heures ont un poids disproportionné. Et dans les 12 premières heures, les 3 à 4 premières heures, particulièrement quand les circonstances suggèrent une vulnérabilité, une dépendance médicale ou une exposition extérieure, peuvent déterminer si une personne est retrouvée vivante ou pas du tout. Nancy Guthrie avait 84 ans. Elle venait de se faire retirer de force son pacemaker. Elle avait un profil cardiaque qui rendait sa survie sans l'appareil, dans les mots des cardiologues qui ont témoigné devant le grand jury, une question de minutes sous stress, pas d'heures. Le terrain de l'Arizona entourant Tucson est vaste. C'est le désert. Il fait froid la nuit en février. C'est impitoyable. Chaque heure où Savannah Guthrie ne savait pas que sa mère avait disparu était une heure pendant laquelle ses ressources considérables, sa plateforme, ses connexions, sa capacité à générer une attention nationale, n'étaient pas déployées dans la recherche. Savannah a finalement offert une récompense de 50 000 $. Le FBI l'a égalé, portant le total à 100 000 $. Des panneaux d'affichage se sont dressés à travers l'Arizona. Le visage de Nancy est apparu sur les autoroutes et les intersections à travers l'État. Le public a été mobilisé. La couverture médiatique s'est intensifiée à un degré que seul le nom et la plateforme de Savannah auraient pu générer. Tout cela s'est produit. Mais cela s'est produit 3 heures plus tard que cela n'aurait pu. 3 heures plus tard que cela n'aurait dû si le seul objectif était de retrouver Nancy aussi rapidement que possible. Maintenant, certains diront que 3 heures dans le contexte d'une femme de 84 ans qui avait déjà disparu depuis des heures avant la découverte ne sont pas une différence significative. L'argument est qu'au moment où quelqu'un est entré dans la maison de Nancy le matin du 2 février, un temps significatif s'était déjà écoulé depuis que le pacemaker avait été déconnecté à 23h19 la nuit précédente. Que Savannah ait été appelée à 7h du matin ou à 10h du matin, la fenêtre critique s'était déjà fermée. Cet argument n'est pas sans logique. Mais il échoue à tenir compte d'une chose. Nous ne savons pas avec certitude que Nancy était déjà morte quand la découverte a été faite. Tommaso lui-même a affirmé qu'elle respirait encore quand il est parti la 2e fois. La traînée de sang suggérait un mouvement après que le pacemaker ait été déconnecté. La défense argumenterait plus tard au tribunal que Nancy a peut-être été mobile et désorientée. Qu'elle a peut-être quitté la maison par sa propre volonté. Si une quelconque version de cela est vraie, alors 3 heures n'était pas un délai sans conséquence. 3 heures auraient pu être toute la marge. Et même si Nancy était déjà hors de portée au moment où la découverte a été faite, le délai de 3 heures a eu une autre conséquence. Une qui va au-delà de la recherche elle-même. Il a façonné l'enquête. Parce qu'au moment où Savannah a été informée et que tout le poids de la réponse publique de la famille a été mobilisé, les forces de l'ordre travaillaient. Déjà la scène depuis 3 heures sans le bénéfice du contexte supplémentaire, des ressources et de l'urgence que l'implication de Savannah aurait apporté. Qui a parlé aux enquêteurs pendant ces 3 heures? Quelle version des événements a été communiquée? Quel cadrage a été établi avant que la journaliste de la famille n'arrive pour poser ses propres questions? Ce ne sont pas des questions confortables. Ce ne sont pas des questions auxquelles le dossier a répondu. Mais ce sont les produits naturels de la chronologie documentée. Et elles méritent d'être posées. Parlons de la conversation successorale parce qu'elle n'est pas périphérique à l'histoire d'Annie. Elle en est centrale. Le soir du 1er février, Tommaso et Nancy ont eu une discussion tendue. Nancy l'a informé qu'elle avait l'intention de réviser son plan successoral. Plus précisément, elle voulait réduire son autorité financière. Il détenait une procuration sur ses comptes et ses actifs. Pas un arrangement inhabituel pour une famille gérant les affaires d'un parent âgé. Mais Nancy avait décidé que l'arrangement devait changer. Elle avait planifié un rendez-vous avec son avocat pour le 3 février. 2 jours après sa disparition. Tommaso a admis que la conversation l'a contrariée. Il ne l'a pas caractérisée comme explosive. Il ne l'a pas décrite comme menaçante. Mais il a admis que la tension existait. Et les enquêteurs financiers ont confirmé que les documents de planification successorale de Nancy montraient un rendez-vous de révision programmé pour le lendemain de sa disparition. Maintenant, Annie savait-elle pour cela? Savait-elle que sa mère prévoyait de réduire l'autorité financière de son mari? Savait-elle pour la réunion avec l'avocat?
Savait-elle pour la tension qui s'était construite entre Tommaso et Nancy autour de la question du contrôle financier? Si elle le savait, alors le matin du 2 février n'était pas juste le matin où Annie a découvert que sa mère avait disparu. C'était le matin où chaque anxiété qu'elle avait pu porter au sujet de la conversation successorale, au sujet de la relation de Tommaso avec sa mère, au sujet de la tension. Dans cette maison, tout cela est arrivé en même temps sous la forme d'une femme de 84 ans disparue et d'une maison qui ressemblait à une scène de crime. Et si elle savait tout cela, alors appeler Savannah n'était pas un simple acte de notification familiale. C'était le moment où tout ce qu'Annie avait peut-être tranquillement géré, chaque conscience, chaque suspicion, chaque question sans réponse, serait remis à quelqu'un qui commencerait immédiatement, impitoyablement, à poser les questions qu'Annie n'était peut-être pas prête à répondre. Nous ne disons pas qu'Annie a retenu des informations aux enquêteurs. Nous ne disons pas qu'elle savait ce que Tommaso avait fait. Nous ne disons pas qu'elle a participé à un quelconque préjudice envers sa mère. Aucune de ces affirmations n'est soutenue par le dossier documenté. Et les faire sans ce soutien serait à la fois irresponsable et factuellement faux. Ce que nous disons, c'est ceci. Les 3 heures existent. Elles sont documentées. La décision de ne pas appeler Savannah immédiatement après avoir appelé le 911, ou après l'arrivée des forces de l'ordre, après que le FBI ait été contacté, est un choix comportemental réel que le dossier reflète et qui n'a jamais été publiquement expliqué. Et dans une affaire où chaque autre choix comportemental fait par chaque autre personne à proximité de Nancy Guthrie la nuit du 1er février a été scruté, examiné et soumis à une analyse forensique, le choix de ne pas appeler Savannah pendant 3 heures mérite le même examen honnête. Parce qu'Annie n'est pas une note de bas de page dans cette affaire. Elle est l'une de ses figures les plus importantes. Elle est le pont entre l'homme qui a été condamné et la famille qui a été victime. Elle est la personne qui existait dans les 2 mondes simultanément. En tant qu'épouse d'un homme qui a admis être présent quand le pacemaker de Nancy a été déconnecté. Et en tant que fille de la femme dont la vie a été altérée dans ces minutes entre 23h17 et 23h19 la nuit du 1er février. Elle a porté cette position dans un silence public. Et bien que son silence soit son droit, c'est aussi, dans le contexte du délai de 3 heures, une partie documentée de l'histoire de ce qui est arrivé à Nancy Guthrie. Passons maintenant à la procédure du grand jury parce que la période entre la déclaration de Tommaso et l'inculpation est la fenêtre pendant laquelle la connaissance potentielle d'Annie a été le plus formellement examinée, même si cet examen n'est jamais devenu public. Un grand jury a été convoqué tranquillement dans le comté de Pima. Pas de caméra. Pas de gros titres. Juste des preuves présentées à un panel de jurés qui déterminerait si une cause probable existait pour inculper Tommaso d'accusations criminelles. Les preuves présentées comprenaient des données de pacemaker, de la télémétrie de véhicule, une analyse de traces de sang, des relevés téléphoniques et les propres mots de Tommaso. Le grand jury a voté pour inculper. Les accusations étaient l'homicide involontaire, la falsification de preuves physiques, l'obstruction à la justice et l'abus d'un adulte vulnérable. 4 chefs d'accusation, chacun portant une peine de prison significative. Et aucun d'eux ne nommait Annie. Mais voici ce que le processus du grand jury implique et que le public ne voit presque jamais. Les procédures du grand jury ne sont pas limitées aux preuves concernant le défendeur nommé. Les grands jurys peuvent entendre le témoignage de témoins. Ils peuvent assigner des individus ayant une connaissance pertinente. Ils peuvent examiner une conduite au-delà des accusations spécifiques considérées. Et dans une affaire où l'épouse du défendeur principal était présente dans le foyer la nuit du crime, avait potentiellement été au courant d'au moins certaines des circonstances pertinentes, et avait pris des décisions documentées sur la notification dans les suites immédiates, sa connaissance et sa conduite auraient été matérielles à la compréhension complète du grand jury. Si Annie a témoigné devant le grand jury n'a jamais été confirmée publiquement. Si elle a été assignée n'a jamais été confirmée publiquement. Si les procureurs lui ont offert une quelconque forme de considération en échange de coopération n'a jamais été confirmée publiquement. Ce qui est confirmé, c'est que quand l'inculpation a été rendue, elle nommait une personne. Tommaso Cioni. Et Annie est restée en dehors des procédures légales formelles. Pas comme coaccusée. Pas comme témoin nommé. Pas comme une personne dont la conduite a été caractérisée comme criminelle dans le dossier public. Mais soyons précis sur ce que cela nous dit. Cela nous dit que les procureurs du comté de Pima, avec accès au dossier d'enquête complet et aux témoignages de tous les témoins qui ont comparu devant le grand jury, ont conclu que les preuves contre Tommaso étaient suffisantes pour une inculpation et que les preuves concernant la conduite d'Annie ne soutenaient pas d'accusation criminelle. C'est une conclusion légale significative. Elle reflète un jugement du ministère public fait par des professionnels avec un accès complet aux faits. Ce qu'elle ne nous dit pas, c'est tout ce qu'Annie savait. Elle ne nous dit pas ce qu'elle a dit aux enquêteurs. Elle ne nous dit pas si sa coopération a été un facteur dans la décision du ministère public de ne pas poursuivre d'accusation contre elle. Elle ne nous dit pas ce qu'elle a dit ou n'a pas dit pendant ces 3 heures le matin du 2 février. Et elle ne nous dit pas si la question de ce qu'elle savait a été complètement et définitivement fermée. La porte a été laissée ouverte. Tranquillement. Sans conférence de presse. Sans explication.
sans le genre de clôture publique qui pourrait permettre à une famille, spécifiquement aux frères et sœurs de Nancy Guthrie qui n'étaient pas Annie, de comprendre pleinement ce qui s'est passé dans ces premières heures. Maintenant, regardons le procès. Parce que le procès est l'endroit où chaque fil dans cette affaire a été tiré, tendu et examiné sous la lumière la plus dure possible. Et le procès est l'endroit où l'absence d'Annie, son absence soutenue absolue totale des procédures publiques, est devenue la plus difficile à ignorer. Le procès a commencé 8 mois après la disparition de Nancy. La salle d'audience était pleine le premier matin. Des journalistes, des analystes juridiques, des membres de la communauté de Tucson qui avaient allumé des bougies devant l'église Saint-Philippe, des étrangers qui avaient suivi l'affaire depuis que le détail du pacemaker avait stupéfié la nation. Et au premier rang, les enfants de Nancy, Savannah, les autres frères et sœurs, présents, visibles, leur deuil un fait public. Et Annie. Annie qui était aussi l'enfant de Nancy. Annie qui était aussi présente au centre de cette histoire d'une manière qu'aucun autre membre de la famille ne l'était. Annie dont le mari était le défendeur assis à la table de l'autre côté de la salle. Annie ne s'est pas assise avec ses frères et sœurs. La position d'Annie dans cette salle d'audience, si elle y a assisté du tout, n'a jamais été décrite publiquement avec une quelconque spécificité. Ce que le dossier reflète, c'est qu'elle ne faisait pas partie de la présence visible de la famille. Elle n'était pas debout à côté de Savannah. Elle n'a pas été photographiée avec ses frères et sœurs. Elle n'a pas été décrite dans les reportages du tribunal comme faisant partie du bloc familial qui s'asseyait au premier rang avec les mains croisées et les yeux fixés vers l'avant. Dans un procès qui a duré 3 semaines, dans une salle d'audience qui a été décrite comme pleine dès le premier matin, Annie Guthrie n'occupait aucun espace public documenté. Elle était une fois de plus absente du cadre. Il existe des raisons entièrement compréhensibles pour cela. Son mari était en procès. Elle était dans une position qu'aucun membre de la famille ne devrait jamais avoir à occuper. Simultanément. Des deux côtés d'une procédure pénale. S'asseoir avec ses frères et sœurs aurait signifié s'asseoir contre son mari. S'asseoir avec la défense aurait signifié s'aligner publiquement avec l'homme accusé d'avoir causé la mort de sa mère. Et il n'y avait aucune position dans cette salle d'audience qui ne portait pas un poids insupportable. Et choisir d'être absente de toute pourrait avoir été la seule façon pour Annie de naviguer une géométrie impossible. C'est une explication humaine. C'est une explication compatissante. Et elle pourrait être exactement juste. Mais il est aussi vrai que l'absence d'Annie du procès, comme son absence des appels publics, comme son silence après la déclaration de Tommaso, comme les 3 heures le matin du 2 février, est un schéma documenté. Et les schémas, dans le contexte d'une enquête qui s'appuyait sur les schémas comme son cadre de preuve principal, méritent un examen. Le dossier de l'accusation au procès a été construit autour d'un seul argument central. Le 1er février, Tommaso Cioni a choisi la peur plutôt que la responsabilité. Et ce choix a coûté la vie à Nancy Guthrie. L'accusation a guidé le jury à travers la chronologie avec précision. Nancy vivante à 23h17. Pacemaker déconnecté de force à 23h19. Véhicule partant à 23h37. Aucun appel au 911. Caméra détruite. Porte arrière laissée ouverte. Nancy disparue pour toujours. Ils ont affiché les données de télémétrie sur un écran. Un graphique du rythme cardiaque de Nancy montant, se déstabilisant, puis tombant dans le silence numérique. Un cardiologue a témoigné que chez une patiente de l'âge et de la dépendance cardiaque de Nancy, une intervention d'urgence immédiate était critique. Les minutes comptent, a-t-il dit. Et ces minutes n'ont pas été utilisées. La défense a recadré tout. Ils ont décrit la confusion, le choc, une femme âgée se tenant la poitrine, un beau-fils sans formation médicale prenant une décision terrible et mal avisée. Ils ont argumenté que Nancy était peut-être déjà en crise cardiaque avant que l'appareil ne soit touché. Et ils ont souligné la traînée de sang montrant le mouvement. Elle était mobile, a dit l'avocat de la défense. Elle n'était pas morte quand il est parti. Ils ont rappelé aux jurés qu'aucun reste n'avait été récupéré. Sans corps, ont-ils argumenté, l'État ne peut pas éliminer le doute raisonnable. Et puis Tommaso a pris la barre. Il n'était pas obligé de le faire. Il a choisi de le faire. Il a parlé doucement. Il a décrit la conversation successorale. La tension. L'embarras qu'il a ressenti en se faisant dire que son autorité financière était réduite. Il a décrit retourner à la maison. Il a décrit Nancy au sol. Il a admis avoir fracassé les caméras. J'avais peur, a-t-il dit. Peur de la suspicion. Peur de comment cela paraîtrait. Peur de perdre ma femme. Ma réputation. Tout. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas appelé le 911, il a fait une pause plus longue qu'à tout autre moment de son témoignage. Je pensais qu'elle était partie, a-t-il dit. Et j'ai paniqué. Sous le contre-interrogatoire, les procureurs ont pressé cette réponse avec une précision qui a fait paraître la salle d'audience plus petite. Vous avez paniqué, ont-ils répété. Et dans votre panique, vous avez détruit les caméras avant de vérifier son pouls. Il a hésité. Et dans cette hésitation, quelque chose a changé dans la salle. Parce que le point central de l'accusation n'était pas compliqué.
La panique explique l'inaction. Elle n'explique pas la destruction. Si vous trouvez quelqu'un que vous aimez au sol de sa maison, votre instinct est d'appeler à l'aide. Votre instinct est d'essayer de la ranimer. Votre instinct n'est pas de fracasser systématiquement les caméras qui ont enregistré votre présence. Votre instinct n'est pas de retirer un appareil cardiaque de son corps. Votre instinct n'est pas de faire un détour de 6 minutes près d'une zone désertique sur le chemin du retour. Ce ne sont pas les comportements de la panique. Ce sont les comportements de quelqu'un qui, au milieu d'un moment terrible, pensait aussi aux conséquences. Le jury a délibéré pendant 4 jours. Et quand ils sont revenus, la salle d'audience a retenu son souffle. Coupable d'homicide involontaire. Coupable de falsification de preuves physiques. Coupable d'obstruction à la justice. Coupable d'abus d'un adulte vulnérable. 4 chefs d'accusation. Tous coupables. Le poids tranquille de la conséquence s'installant dans la salle sans applaudissements, sans halètement, sans aucune délibération dramatique que les récits de true crime fabriquent parfois autour des moments de verdict. Juste le poids. Juste le silence. Juste le son d'un marteau et la connaissance que quelque chose d'irréversible avait été formellement reconnu. Tommaso n'a pas réagi extérieurement. Savannah a fermé les yeux brièvement. Annie, où qu'elle était dans cette salle ou en dehors, n'a pas été décrite dans aucune couverture comme ayant une réaction publique visible. Le juge a condamné Tommaso à 22 ans de prison. En prononçant la sentence, le juge a parlé directement du devoir. Quand quelqu'un est vulnérable et dépendant et que vous êtes présent dans son moment de crise, la loi exige l'action. Vous avez choisi la dissimulation à la place. Dissimulation. Ce mot vaut la peine qu'on s'y attarde un moment. Parce que la dissimulation n'est pas juste un terme légal dans le contexte de cette affaire. C'est une description comportementale. Et la dissimulation, contrairement à la panique, est un choix. Elle nécessite une décision. Elle nécessite une évaluation du risque et de la conséquence. Elle nécessite le genre de fonction cognitive que la panique perturbe prétendument. La dissimulation signifie que vous saviez ce que vous cachiez. Et vous avez choisi de le cacher. Et dans le contexte de tout ce que nous avons examiné dans cette vidéo, le délai de 3 heures, le silence soutenu, l'absence des appels publics, la disparition tranquille du cadre de chaque moment public dans cette affaire, le mot dissimulation porte un poids qui s'étend au-delà de la sentence de Tommaso. Il s'étend dans la question de ce qui d'autre a été dissimulé. Par qui? Pendant combien de temps? Et si toute cette dissimulation a été pleinement comptabilisée dans les procédures légales qui ont suivi? Le corps de Nancy Guthrie n'a jamais été récupéré. Ce fait n'a pas changé. La condamnation ne l'a pas ramené à la maison. La sentence ne l'a pas localisé. Les recherches se sont poursuivies tranquillement après la conclusion du procès. La zone désertique a été revisitée. Des chiens détecteurs de cadavres ont été déployés. Un radar à pénétration de sol a été utilisé. Des drones ont scanné pour de la terre dérangée. Et Nancy est restée portée disparue. La récompense de 100 000 $ est restée active. Le FBI a gardé l'affaire ouverte. Pas comme un geste. Comme une déclaration de réalité opérationnelle. Parce que jusqu'à ce que Nancy soit retrouvée, l'affaire n'est pas fermée. L'enquête n'est pas terminée. Les questions ne sont pas pleinement répondues. Et l'une de ces questions, celle que cette vidéo a examinée depuis ses premiers moments, reste aussi ouverte à la fin du procès qu'elle l'était le matin du 2 février. Que Annie savait-elle? Quand l'a-t-elle su? Et pourquoi, après avoir appelé le 911, a-t-elle attendu 3 heures pleines avant de le dire à Savannah? Ce que l'affaire Nancy Guthrie révèle de plus important, c'est quelque chose qui se produit dans les familles à travers le pays avec une régularité tranquille. La concentration de l'autorité financière sur un parent vieillissant dans les mains d'un membre de la famille. Et les tensions que cette concentration crée. Tommaso détenait une procuration sur les finances de Nancy. Cet arrangement a été vraisemblablement établi avec l'accord de la famille. Ou au moins sans objection des membres de la famille qui en étaient conscients. Dans les familles où un conjoint de frère ou sœur devient le gestionnaire financier principal pour un parent âgé, les dynamiques sont rarement simples. Il y a des questions de confiance. Il y a des questions d'accès. Il y a des questions de savoir si l'arrangement bénéficie à la personne âgée ou, au fil du temps, commence à servir les intérêts de la personne détenant l'autorité. Et Nancy avait décidé que l'arrangement devait changer. Elle avait planifié un rendez-vous avec un avocat pour le 3 février. Elle avait dit à Tommaso le soir du 1er février qu'elle avait l'intention de réduire son autorité financière. Et 2 jours avant ce rendez-vous, elle avait disparu. Annie savait-elle pour le rendez-vous prévu? Si elle le savait, alors le matin du 2 février n'était pas juste le matin où sa mère a été découverte disparue. C'était le matin après la nuit où son mari s'est fait dire que son autorité sur la succession de sa mère était réduite. Et ce contexte transforme le délai de 3 heures d'une anomalie comportementale inexpliquée en quelque chose avec un cadre potentiel. Même si ce cadre n'est pas criminel. Parce que voici la chose au sujet de l'autorité financière au sein des familles. La personne détenant la procuration la détient rarement seule en termes pratiques. Leur conjoint bénéficie aussi de cette autorité. La stabilité financière qui vient de la gestion des affaires d'une belle-mère, l'accès, le
Contrôle, l'influence, n'appartient pas exclusivement au détenteur nommé de la procuration. Elle appartient, dans un sens pratique, au foyer. Ce qui signifie qu'Annie avait aussi un intérêt dans l'arrangement. Pas un intérêt légal, mais un intérêt réel. Et si Nancy prévoyait de réviser cet arrangement, le foyer d'Annie était affecté. Pas nécessairement d'une manière qui justifie quoi que ce soit. Pas d'une manière qui connecte Annie aux événements du 1er février. Mais d'une manière qui signifie que la conversation successorale n'était pas juste le problème de Tommaso. C'était une conversation de foyer. Et qu'Annie ait été présente ou non pour celle-ci ce soir-là, le résultat de cette conversation, la réduction de l'autorité financière de Tommaso, aurait affecté sa vie aussi directement qu'elle affectait la sienne. Les enquêteurs financiers ont confirmé que dans les semaines précédant la disparition de Nancy, il n'y avait pas eu de gros retraits. Pas de transferts inhabituels. Pas de liquidation soudaine d'actifs. Le mobile financier au sens transactionnel classique n'était pas clairement présent. Mais comme les juristes l'ont noté pendant le procès, le mobile dans les crimes familiaux ne nécessite pas toujours le désespoir. Il nécessite une menace perçue. Il nécessite la peur de perdre quelque chose. Pas seulement de l'argent, mais le contrôle, l'autorité, la position, le sentiment d'être digne de confiance et valorisé au sein de la structure familiale. Et perdre la procuration sur la succession d'une belle-mère est exactement ce genre de menace perçue. Ce n'est pas une crise financière. C'est une déclaration. C'est se faire dire par la personne que vous avez gérée au nom qu'on ne vous fait plus confiance pour le faire. C'est le genre de blessure qui s'infecte d'une manière que les observateurs externes ne peuvent pas facilement mesurer. Si cette blessure avait un quelconque lien avec ce qui s'est passé dans la maison de Nancy la nuit du 1er février est une question que les procureurs ont argumentée et que le jury a évaluée. Le verdict était homicide involontaire. Mépris imprudent de la vie humaine plutôt que meurtre. Ce qui signifie que le jury a conclu que Tommaso n'avait pas planifié ce qui s'est passé. Mais que ses actions, imprudentes et délibérées dans leur dissimulation, ont causé la mort de Nancy. Et dans ce verdict, dans l'espace entre plan et imprudence, la connaissance potentielle d'Annie s'assoit inconfortablement. Tranquillement. Sans réponse formelle. Parce que si Tommaso n'a pas planifié ce qui s'est passé, alors ce qui s'est passé était dans un sens significatif le produit d'une séquence de décisions prises en temps réel la nuit du 1er février. Et ces décisions ont été prises dans le contexte d'un foyer, d'un mariage, dans lequel deux personnes partageaient des informations, partageaient des préoccupations, et partageaient les conséquences de l'arrangement que Tommaso avait avec Nancy. Si Annie faisait partie d'une prise de décision cette nuit-là est inconnue. Si elle était au courant de la séquence d'événements au fur et à mesure qu'ils se déroulaient est inconnue. Si les 3 heures le matin du 2 février reflétaient son traitement d'informations qu'elle avait déjà ou d'informations qu'elle ne recevait qu'à ce moment-là est inconnu. Mais les questions ne disparaissent pas. Et le dossier documenté, le délai de 3 heures, le silence soutenu, l'absence des procédures publiques, le schéma de non-divulgation, ne permet pas assez. Question de simplement s'estomper dans l'arrière-plan d'une affaire qui a par ailleurs été si minutieusement examinée. Parlons maintenant de ce que le silence d'Annie a signifié pour Savannah. Parce que l'impact du comportement d'Annie dans cette affaire n'est pas abstrait. Il est personnel. Il est familial. Et il s'est déployé dans un espace que ni l'une ni l'autre des sœurs n'a jamais abordé publiquement l'une par rapport à l'autre. Savannah Guthrie est une professionnelle. Elle sait mieux que presque n'importe qui comment gérer le deuil public. Elle sait comment se tenir devant les caméras et se maintenir ensemble pendant que tout à l'intérieur se fracture. Elle l'a fait avec une dignité extraordinaire tout au long de la phase publique de cette affaire. Sa voix tremblait, mais elle tenait. Son deuil était visible, mais il était contrôlé. Elle était, par toute mesure externe, exactement ce qu'un porte-parole familial devait être dans un moment d'attention nationale. Mais derrière ce sang-froid, Savannah était une fille. Une fille qui a reçu l'appel au sujet de sa mère disparue 3 heures après que les forces de l'ordre étaient déjà sur la scène. Une fille dont la sœur mariée à l'homme qui serait finalement condamné pour avoir causé la mort de leur mère, a choisi d'attendre avant de faire cet appel. Une fille qui n'a jamais, dans aucun forum public, directement abordé le délai de 3 heures ou ce que cela signifiait pour elle personnellement. Ce silence de Savannah au sujet du silence d'Annie est son propre genre de document. Parce que Savannah n'est pas une personne qui évite les conversations difficiles. Elle a mené certaines des interviews les plus difficiles du journalisme moderne. Elle a posé des questions à des gens puissants que la plupart des journalistes trouveraient trop inconfortables à approcher. Le fait qu'elle n'ait jamais publiquement abordé le délai de 3 heures, ne l'ait jamais nommé, ne l'ait jamais référencé, ne l'ait jamais permis d'entrer dans le dossier documenté des déclarations publiques de la famille, suggère l'une des deux choses. Soit le délai lui a été expliqué en privé d'une manière qui la satisfait. Soit c'est une blessure si personnelle qu'elle existe entièrement en dehors du cadre de ce qu'elle est prête à exposer publiquement. De toute façon, le silence entre ces deux sœurs, l'une qui a attendu 3 heures, l'une qui n'a jamais publiquement reconnu le poids, est lui-même une histoire. C'est une histoire sur ce que les familles font avec des vérités impossibles. Sur comment elles gèrent l'espace entre la connaissance privée et le récit public.
Et sur les choix que les gens font quand la personne qu'ils aiment a fait quelque chose ou su quelque chose qui ne peut être complètement pardonné et ne peut être complètement poursuivi. Ce n'est pas un espace où le système légal peut entrer. Les tribunaux traitent des accusations et des verdicts et des sentences. Ils ne traitent pas de la dévastation tranquille d'une famille qui a été fracturée non par le crime d'un étranger, mais par les choix faits par l'un des leurs. Et dans cette affaire, la fracture traverse le milieu de la famille Guthrie d'une manière qu'aucune condamnation ne peut réparer. Tommaso a été condamné. Il a été condamné à une peine. Il est allé en prison. Et Nancy est restée portée disparue. Annie est restée silencieuse. Elle est restée en dehors du cadre de chaque moment public. Et le délai de 3 heures le matin du 2 février est resté inexpliqué. Documenté. Réel. Et sans réponse. Le nom de Nancy Guthrie ne s'est pas estompé de la mémoire de Tucson. Son histoire reste partie du tissu de la ville. Un rappel de la rapidité avec laquelle la sécurité peut se fracturer. Un rappel que les personnes les plus dignes de confiance pour protéger les vulnérables sont parfois celles dont on a le plus besoin de protection. Et un rappel que la justice, même quand elle arrive, n'arrive pas toujours complètement. La récompense reste active. Le FBI maintient l'affaire comme ouverte. Nancy n'a pas été retrouvée. Et la question de tout ce qui s'est passé, pas seulement dans la maison de Nancy la nuit du 1er février, mais dans les heures et les décisions et les silences qui l'ont entourée, reste partiellement sans réponse. Parce que certaines affaires ne se terminent pas avec un verdict. Certaines affaires se terminent avec un verdict et une absence restante. Une absence de reste. Une absence de responsabilité complète. Une absence de la vérité complète qui permettrait à une famille, et à une communauté, et à un public qui s'en souciait, de finalement fermer la distance entre ce qui s'est passé et ce qui est connu. Nancy Guthrie méritait protection. Elle méritait un appel au 911 fait en son nom. Pas après un délai. Pas après un calcul. Pas après 3 heures d'un silence qui n'a jamais été expliqué. Elle méritait que chaque personne dans sa famille qui savait quoi que ce soit sur sa situation agisse sur cette connaissance immédiatement. Complètement. Et avec toute la force de leur amour pour elle. Elle n'a pas reçu tout cela. Et le dossier documenté de ce qu'elle n'a pas reçu, et de qui, fait partie de l'histoire de ce qui lui est arrivé. Pas seulement le pacemaker. Pas seulement les caméras. Pas seulement la zone désertique. Mais les 3 heures. Le silence. Le schéma. La question sans réponse qui s'assoit au centre d'une affaire qui a par ailleurs été si minutieusement examinée. Si vous êtes resté avec cette histoire de ces moments d'ouverture à cette ligne finale, alors vous comprenez pourquoi cela compte. Vous comprenez que les questions que personne ne pose sont parfois les plus importantes. Vous comprenez que le dossier documenté ne parle pas seulement dans les accusations et les verdicts. Il parle dans les délais et les silences et les schémas qui méritent un examen même quand, surtout quand, le système légal est passé à autre chose. Nancy Guthrie est toujours portée disparue. La récompense est toujours active. Si vous avez des informations sur son emplacement, contactez le département de police de Tucson ou le FBI. La récompense de $100 000 reste en place. Même le plus petit détail peut compter. Même le fil le plus négligé peut mener quelque part. Parce que quelque part dans le désert d'Arizona, sous le vent changeant et le ciel sans fin, la vérité physique finale de cette nuit attend peut-être encore d'être trouvée. Et quelque part dans l'espace entre ce qui a été dit le matin du 2 février et ce qui n'a pas été dit pendant 3 heures, la vérité complète de l'histoire de cette famille attend encore d'être racontée. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a fait regarder cette affaire différemment, si elle a soulevé une question que vous n'aviez pas considérée auparavant, alors faites une chose. Maintenant. Abonnez-vous à Les Carnets Cachés du True Crime et aimez cette vidéo. Cette chaîne existe parce que des affaires comme celle-ci méritent plus que des gros titres. Elles méritent les questions que personne d'autre ne pose. Elles méritent l'examen de chaque fil, de chaque délai, de chaque silence. Pas pour fabriquer des conclusions que le dossier ne soutient pas, mais pour s'assurer que les faits documentés sont pleinement et honnêtement examinés même quand cet examen est inconfortable. Nancy Guthrie méritait protection. Elle méritait la vérité complète. Et elle méritait d'être retrouvée. C'est ici que cette histoire, pour l'instant, se termine. Avec une condamnation. Avec une absence. Avec une famille à jamais altérée. Avec une récompense qui reste active. Et avec une question. 3 heures. Une sœur. Un appel qui est venu trop tard. Que le dossier documenté soulève et auquel personne n'a encore répondu. Parce que la justice sans vérité complète est incomplète. Et la vérité complète nécessite de poser chaque question que le dossier soulève. Même celles qui nous rendent le plus inconfortable de poser. Ceci est Les Carnets Cachés du True Crime. Et nous continuerons à poser les questions.